Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le Bénin et le Tchad ont connu ce week-end des élections présidentielles. Les résultats ne sont pas encore connus, mais tout indique que les favoris, à savoir les deux présidents sortants, devraient chacun l'emporter facilement. Ces élections se sont globalement déroulées dans le calme, mais plusieurs voix regrettent la disqualification des principaux opposants. L'occasion pour nous de revenir sur ces présidentielles, mais plus globalement sur le processus démocratique sur le continent. Et pour en parler, nous sommes avec l'analyste politique et économique Gilles Yabi, également fondateur du think tank Wati basé à Dakar. Bonjour Gilles Yabi. Bonjour à vous, c'est un plaisir d'être avec vous. De plaisir partagé. Alors, à l'issue de ces élections, que peut-on dire du processus démocratique sur le continent globalement? Parce qu'on a vu beaucoup d'élections qui sont déroulées cette année, mais les dernières sont celles donc au Bénin et au Tchad. Que peut-on dire sur le processus démocratique? Bonjour à nouveau. Je pense que les dernières élections, comme au Bénin, montrent qu'on a des signes d'une régression. Mais je dirais tout de suite que les politiques des pays est très différente. Et donc, il est difficile d'avoir sur les élections du continent, un continent qui est aussi vert politiquement, comme nous le savons. Mais en considérant aussi les élections de l'année dernière, il est très clair que nous ne sommes pas dans une période de progression sur le plan démocratique et sur le plan de l'état de droit. Alors, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, il est encore très difficile d'avoir des élections dont tout le processus est non seulement pacifié, mais en même temps aussi libre et transparent à la fin? Alors, je crois qu'il faut d'abord envisager les élections comme étant un moment de la démocratie et pas comme étant représentatif de la démocratie. C'est-à-dire que lorsqu'on a on ne crée pas les conditions politiques pour avoir des élections crédibles, on ne peut pas s'étonner ensuite qu'on ait des élections qui ne le soient pas. Et lorsqu'on crée les conditions politiques pour la violence, on ne peut pas s'étonner qu'on ait de la violence autour des élections. Et lorsque vous regardez ce qui se passe, par exemple, au Bénin, on savait très bien que l'exclusion d'un certain nombre de candidats allait créer des conditions politiques de la violence, même de la violence. Alors, donc, on parle de l'exclusion d'opposants. Selon vous, est-ce parce que peut-être ces opposants n'ont pas rempli les conditions pour se présenter, ou peut-être il y a d'autres craintes qui motiveraient ces exclusions d'opposants? Non, bien sûr, on sait très bien qu'il s'agit d'abord et avant tout de compétition politique, et on a bien vu le train de réforme qui a été engagé au Bénin depuis 2016 sous le président Talon, et il est très clair que beaucoup d'outils ont été utilisés pour aboutir à cette exclusion d'un certain nombre de candidats de l'opposition. Mais à mon avis, ce n'est pas le seul problème. La question n'est pas d'être pour le président ou pour nécessairement l'inclusion de tous les candidats, quels que soient, disons, les critères qui sont mis en place par les institutions du pays. La vraie question, c'est la crédibilité des réformes qui sont mises en place et le fait qu'on ait l'impression que ces réformes n'aient pas eu pour objectif politique, dès le départ, de restreindre le champ politique. Dans un pays comme le Bénin notamment, où il y a une vraie tradition d'alternance qui s'est instaurée depuis la conférence nationale, depuis 3 décennies, il est très clair qu'on est entré dans une phase de rétrécissement du champ des libertés et que cela pose un vrai problème pour la pérennité du modèle démocratique béninois. Vous parlez du cas du Bénin. Qu'en est-il du cas du Tchad? Est-ce qu'il y a des différences ou ce sont les mêmes similitudes à tous les niveaux? Non, il y a des différences importantes en termes d'histoire politique déjà. Le Tchad est un pays qui n'a jamais connu d'alternance par les urnes. En réalité, c'est un pays qui est l'un de ceux sur le continent africain qui a connu le plus de coups d'État, de rébellions armées,
et on a quasiment en permanence des groupes armés sur le territoire tchadien. C'est aussi un environnement difficile avec des voisins comme le Soudan, comme la Libye, et le président Déby est arrivé au pouvoir par les armes. Mais en réalité, il s'y maintient aussi principalement par la force, le fait d'être à la tête d'un pays qui a une armée assez nombreuse et assez puissante, et une armée qui est tout de même aussi d'abord au service du maintien au pouvoir du président en place. Donc, dans un pays comme le Tchad, pour être tout à fait franc, les élections ne peuvent réserver aucune surprise à leur résultat. Il n'y a pas vraiment de processus qui soit crédible. Les conditions pour avoir des élections qui aient du sens ne sont pas réunies au Tchad. Et je dois dire qu'en étendant à l'Afrique centrale, on peut en dire autant de la majorité des pays d'Afrique centrale. Je cite le Congo-Brazzaville, où il y a eu aussi une élection récemment, une réélection de Sassou Nguesso. On est dans des contextes politiques qui sont en réalité verrouillés. Alors, on l'a vu cette année, en tout cas depuis l'année dernière même, avec le coronavirus, que dans la plupart des pays, certains opposants sont emprisonnés. Dans d'autres pays, il y a pas mal de scandales qui éclatent et qui visent ces oppositions. Est-ce que c'est devenu une sorte de mode aujourd'hui sur le continent de s'en prendre systématiquement à toute forme d'opposition? Oui, je dois dire à nouveau qu'on est dans une phase de régression dans beaucoup de cas, et dans certains, disons, on n'a jamais eu de consolidation démocratique, et donc on ne peut pas nécessairement parler de régression. Mais ce qui me semble être important à souligner, c'est que au-delà de l'analyse de court terme qu'on peut faire, il faut se poser les questions sur ce que cette trajectoire pourrait signifier pour l'ensemble de la région ouest africaine, par exemple, ou l'ensemble du continent dans quelques années. Lorsqu'on a à la fois des pouvoirs qui se maintiennent essentiellement par l'élimination de tous les contre-pouvoirs, et de l'autre côté, on a une jeunesse qui est très importante, qui en demande de résultats économiques et sociaux, mais qui est aussi en demande de liberté, et donc qui n'accepte pas une sorte d'échange à faire entre des libertés politiques et peut-être un meilleur bien-être économique et social. Dans ce contexte-là, je crains que dans les années à venir, on ait des tensions de plus en plus fortes et une rupture de plus en plus importante entre les populations majoritairement jeunes d'une part, et de l'autre côté, des pouvoirs qui se maintiennent et qui ne comprennent pas aujourd'hui le besoin de souffle politique, de changement politique dans beaucoup de pays de la région. Gilles Yabi, dans ce contexte, quel est le rôle de la société civile? Est-ce que la société civile se fait entendre? Est-ce que la société civile continue de servir au moins, d'être au moins, je dirais pas de pression, mais quand même de temporiser les pouvoirs des uns et des autres? Que fait la société civile entre ces deux camps-là? Alors, là aussi, il ne faut pas généraliser. Lorsqu'on considère des pays où les contextes sont totalement verrouillés sur le plan politique et sur le plan des libertés, en fait, la réalité est que tout acteur qui semble être une menace pour le pouvoir en place, qu'il s'agisse d'un acteur politique ou d'un acteur de la société civile, il fait l'objet d'intimidation tout de suite. Et donc, il y a des menaces réelles qui pèsent sur des acteurs qui essayent de faire prévaloir une vision différente de celle des pouvoirs en place. Et donc, je crois qu'il y a des pays où il est très difficile pour les acteurs de la société civile de continuer à être engagés parce qu'ils se retrouvent systématiquement en prison. Et d'ailleurs, le cas du Tchad le montre assez bien. Je ne sais pas combien de fois l'un des dirigeants, notamment de l'Organisation de défense des droits de l'homme au Tchad, s'est retrouvé en prison au cours des 12 derniers mois, par exemple. À chaque manifestation, il y a un risque élevé de se retrouver au minimum en prison. Et donc, je crois que dans ce type de contexte, évidemment, il est difficile d'accuser la société civile d'inaction parce qu'à nouveau, les risques qui sont pris sont importants. Dans d'autres contextes, il y a encore la possibilité pour les acteurs de la société civile
d'essayer de se mobiliser. Mais vous avez souligné tout à l'heure la crise sanitaire. Ça a donné aussi l'opportunité au pouvoir d'interdire quasiment partout des manifestations. Et donc, même dans des pays à tradition un peu de manifestations pacifiques acceptées, on a vu au Sénégal, par exemple, l'interdiction quasiment systématique des manifestations depuis quand même un certain temps. Et donc, partout, je crois que la société civile a aujourd'hui du mal à se mouvoir et à faire toujours, disons, à porter la voix des populations qui sont en désaccord avec la direction qui est prise par certains pays. Est-ce que cela est dû à la faiblesse de cette, comme vous le dites, c'est du cas par cas en fonction des pays, mais dans les pays qui se distinguent le plus, en tout cas par la vigueur de leur société civile, et où l'on voit ce que vous dites là, ce genre de phénomène de répression des opposants, pensez-vous que c'est la société civile qui n'arrive pas à être aussi crédible qu'elle ne l'était, ou c'est plutôt un renforcement disproportionné donc des dispositions légales à la disposition du pouvoir? Alors, je crois qu'il faut effectivement avoir une analyse beaucoup plus large et plus complexe des réalités politiques des pays de la région et même du continent. Et je pense qu'il faut comprendre que ce qui se passe aussi, c'est le fait qu'on n'ait pas renforcé au fil des années, au fil même des décennies, l'éducation, le fait qu'on n'ait pas créé les conditions pour que l'éthique soit davantage mise au cœur de l'action publique et de l'engagement politique, le fait qu'on n'ait pas renforcé les institutions judiciaires et par exemple les juridictions constitutionnelles, les cours constitutionnels ou le conseil constitutionnel que nous avons dans les pays, ces institutions jouent un rôle clé dans la promotion et dans le maintien de la démocratie et de l'esprit des constitutions démocratiques. Dès lors que vous n'avez pas une consolidation, une volonté de consolider toutes les institutions, vous vous retrouvez avec une concentration du pouvoir dans les mains de l'exécutif. Et je voudrais dire aussi que, à mon avis, on aurait tort de sous-estimer aussi, d'une certaine manière, la défaillance des acteurs de la société. Alors, ce n'est pas forcément la société civile organisée, mais l'ensemble des citoyens qui, à un moment donné, aussi acceptent d'une certaine manière de se compromettre pour soutenir, par exemple, un président en quête d'un troisième mandat. Il faut toujours comprendre que si les présidents réussissent à faire, d'une certaine manière, ce qu'ils veulent, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont capables de renoncer parfois à des valeurs qu'elles ont souvent défendues, simplement parce qu'on leur offre une possibilité d'avoir un poste ministériel ou simplement d'être maintenu dans des conditions matérielles qui soient intéressantes. Donc, je crois qu'il faut regarder aussi, d'une certaine manière, l'évolution globale de nos sociétés et se rendre compte que si on veut créer une trajectoire nouvelle, il ne faut pas simplement pointer la responsabilité des gouvernants au plus haut niveau, il faut aussi pointer la responsabilité de la société, notamment des leaders d'opinion qui souvent, malheureusement également, manquent d'une... Justement, Gilles Yabi, vous parlez de ces leaders d'opinion. Dans certains pays, on les appelle peut-être les soupapes de sécurité. Donc, ces leaders d'opinion peuvent être des leaders traditionnels, des leaders religieux. Pensez-vous que ces leaders continuent d'avoir la même influence, continuent d'être aussi écoutés qu'auparavant par les hommes politiques? Non, là aussi, il faut sans doute contextualiser. Évidemment, les situations sont différentes, là encore, d'un pays à l'autre, mais je me souviens d'avoir été facilitateur d'une rencontre de l'organisation régionale à CEDEAO il y a quelques années. On avait invité justement des acteurs de la société civile et des leaders, des chefs traditionnels, des chefs religieux. Et je dois dire que ce sont eux-mêmes qui admettaient une perte d'influence liée à une perte de crédibilité parce qu'ils disaient et reconnaissaient que les leaders traditionnels et religieux étaient eux-mêmes de plus en plus politisés. Et donc, dans la mesure où les acteurs politiques, d'une certaine manière, réussissent à récupérer ces leaders d'opinion, à leur donner un certain nombre de gratifications, évidemment, les populations qui observent tout ce qui se passe se disent de plus en plus que ces leaders traditionnels également sont finalement pas très différents des acteurs politiques et font partie d'un système qu'on peut qualifier d'un système de clientélisme politique et donc de corruption qui évidemment leur fait perdre toute crédibilité. À nouveau, dans certains pays,
Au Sénégal, par exemple, il y a encore très clairement une influence significative des leaders religieux qui permet d'avoir des situations d'apaisement. Mais moi, je pense qu'il y a un rôle d'apaisement qui doit être joué par ces acteurs-là, mais fondamentalement, ça ne peut pas être la solution. Lorsqu'on a des problèmes d'institutions qui sont défaillantes, il faut des changements beaucoup plus profonds et pas simplement essayer d'éviter la violence. Il faut aller au-delà de l'objectif sacré d'éviter la violence pour aller dans un objectif d'amélioration réellement des pratiques politiques. Ziliaby, ce sera peut-être ma dernière question. C'est le rôle que peut jouer ou l'influence que peut avoir, que peuvent avoir certaines organisations ou la communauté internationale tout court. Est-ce qu'on est à l'écoute de la communauté internationale? Est-ce qu'on suit l'agenda des organisations ou des regroupements communauté régionale? Est-ce que la communauté internationale est écoutée dans ce processus démocratique sur le continent? Oui, la communauté internationale, alors j'aime pas spécialement ce terme, il faut parler des acteurs précis qui constituent cette communauté internationale. Il n'y a pas d'unité il n'y a pas une communauté internationale qui a une position unanime sur un pays. Il y a des acteurs, la France, les États-Unis, des acteurs importants membres du Conseil de sécurité et d'autres acteurs comme l'Union européenne qui jouent un rôle important, souvent dans les processus électoraux, notamment dans les missions d'observation. Mais je crois qu'on voit aujourd'hui la grande limite des missions d'observation électorale, par exemple, qui au fil des années, voire des décennies, n'ont pas permis de donner de la crédibilité à ces élections. Parce qu'au final, c'est quand même les acteurs sur place qui décident. Et la communauté internationale ou les acteurs internationaux, évidemment, ont conscience de leurs propres intérêts stratégiques et ce ne sont pas eux qui vont se prendre des risques importants en Afrique, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui la compétition d'autres acteurs internationaux également importants comme la Chine, la Russie, etc. Donc, de toute façon, les dynamiques politiques internes restent extrêmement importantes. Et pour moi, je terminerai pas par ça. Je crois que la responsabilité que nous avons, à nouveau, elle est d'abord une responsabilité citoyenne africaine. Et ce que nous essayons de faire avec le think tank Wati que j'anime, c'est justement de faire des propositions précises d'amélioration des systèmes politiques en tenant compte de l'existant, en tenant compte de ce que nous voulons corriger et en tenant compte des sociétés que nous voulons construire demain. Et sur ça, c'est à nous de penser ces sociétés, ce n'est pas aux acteurs internationaux de penser l'avenir de nos sociétés à notre place. Merci beaucoup, Ziliaby. Je rappelle que vous êtes analyste politique, également fondateur du think tank ouest-africain Wati. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Dakar. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Médien TV.